Propre fourgon, Billy. Et donc c'est plus facile pour moi pour vous expliquer comment être autonome et quelles sont les astuces. La première étape, ce sera la pose des lanterneaux. Et comme c'est vous qui aménagez votre van, vous pouvez choisir où ils sont positionnés pour faciliter l'installation solaire. Ça va vous permettre d'optimiser l'installation de votre van sur mesure et devenir un van lifer à l'année comme l'UCPF du van migrateur. Un autre avantage dans le fourgon, c'est que vous n'avez pas d'installation électrique. Vous êtes donc libre à 100% du choix de vos équipements. Et si vous en avez déjà, on prendra de toute façon en compte dans nos calculs. Rien de nouveau, vous le savez, malgré toutes les optimisations possibles, le toit d'un fourgon, ça reste restreint. Mais il y a une solution. Inclinez vos panneaux. Petite astuce. Pour le système de fixation, il faudra vous le fabriquer par vous-même. Pour ma part, j'ai opté pour un système de charnière et je ne suis pas le seul. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, mais attendez-vous à un gain de presque 50% en hiver. Pas mal quand même. Sinon, on est en train de vous concocter un produit prochainement avec un fabricant. Restez connectés à nos vidéos ou aux prochaines sorties produits. Je dis ça, je dis rien. Après, vous pouvez avoir recours aux traditionnelles fixations Unifix. Le panneau vient s'emboîter dans la partie intérieure et il y a un cache qui vient par-dessus. Ça se colle directement sur le toit de votre véhicule. C'est du solide. Et pour ceux qui se demandent si ça tient, en 5 ans de commercialisation, on n'a jamais eu de souci. C'est Unitech, c'est français, c'est sérieux, c'est la French Touch. On vous a présenté une fixation pour les panneaux rigides, mais il existe aussi les panneaux flexibles. Même si les panneaux flexibles sur le papier, ça a l'air bien et ça a ses avantages, en réalité, c'est plus fragile, plus coûteux et la garantie, elle est rarement supérieure à 2 ans. Si vous souhaitez en savoir un peu plus, on a fait une vidéo pour expliquer la différence entre les deux, elle est disponible juste ici. Pour continuer sur les panneaux rigides, il existe 3 technologies. Le monocristallin, le polycristallin et le back contact. D'ailleurs, nous avons réalisé une vidéo à ce sujet, 1 minute info, disponible comme la précédente en haut à droite ici. Sinon, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à regarder nos vidéos, mais vous n'êtes pas toujours abonnés. Alors abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir des notifications et suivre nos prochains contenus. Pour résumer, le polycristallin, on oublie, c'est moins performant, de moins en moins fabriqué, allez. Oust. On fait le choix du monocristallin, qui est la référence à l'heure actuelle. Ou sinon, il y a le back contact. Bon, certains diront qu'il est cher, mais si on a besoin d'un maximum de puissance pour un espace réduit, c'est le meilleur panneau. Nous voilà arrivés à un point essentiel de l'autonomie énergétique, la batterie. Bon, sur les batteries, on a tous entendu plein de choses, mais le lithium, ça reste le top. En termes de profondeur de décharge, ça nous offre plus de souplesse pour l'utilisation, mais aussi le must du must, c'est un gain de poids et de place, et ça c'est super important pour nos véhicules pour garder les 3,5 tonnes maximum. Mais il n'y a pas que les batteries lithium qui existent. On vous propose aussi une technologie un peu moins connue, les batteries plomb carbone. Ces batteries plomb carbone sont beaucoup plus robustes que les batteries gel et AGM classiques, pour un prix à peu près équivalent. Donc elles ont vraiment le mérite d'être conseillées. Vous l'avez compris, il y a plein de technologies. Mais à chaque fois, on vous proposera la technologie adaptée à vos besoins. On a fait le tour du choix des panneaux, du choix des batteries, mais maintenant je vais vous expliquer comment fonctionne ce petit monde. Donc sur votre fourgon, vous avez votre batterie de démarrage et après vous ajoutez une batterie auxiliaire. Sur cette batterie auxiliaire, vous allez brancher un système de panneaux solaires pour la recharger en journée et après, vous pourrez alimenter vos appareils soit en 12 volts, soit en 230 à l'aide d'un convertisseur. Si jamais votre batterie est basse en charge, il faudra un élément pour couper votre 230 volts. Le convertisseur est déjà muni d'une déconnexion. Et pour votre 12 volts, on vous préconise l'installation d'un battery protect qui coupera le 12 volts en cas de décharge batterie. En plus, vous pouvez éventuellement rajouter un coupleur qui vous permet de recharger votre batterie auxiliaire lorsque vous roulez. L'avantage de ce coupleur, c'est qu'il est bidirectionnel, donc une fois que la batterie auxiliaire est chargée par les panneaux, ça recharge la batterie de démarrage. Pour les véhicules plus récents, donc Euro 5 ou Euro 6, c'est-à-dire après 2011, on doit se munir d'un chargeur d'alternateur, donc qui est différent du coupleur, mais l'avantage des chargeurs d'alternateur, c'est qu'il peut faire à la fois le 12 volts ou à la fois le 24 volts si vous êtes équipé en 24 volts. Bon, vous avez compris comment fonctionne tout ce petit monde. Mais maintenant, je vais vous les présenter en vrai. Ici, on a le régulateur 30 ampères. C'est celui qu'on présente le plus souvent, qui correspond à peu près à un panneau de 300 watts. Ici, vous avez la batterie. Mais ne vous attendez pas à avoir une batterie aussi petite que ça. Pour avoir un peu plus d'autonomie, la batterie sera plus grande. Ici, c'est le convertisseur chargeur multiplus. C'est celui dont on a parlé, tout en un, à la fois convertisseur et à la fois chargeur. Et là, c'est le moniteur de batterie, c'est le cerveau de votre installation. C'est lui qui vous donne le pourcentage exact de la batterie.
Et on ne les a pas oubliés. Ici, on a le coupleur séparateur Cyrix et ici, le Battery Protect. Et au fait, tous ces produits fonctionnent en transparence et en intelligence grâce à l'application. Super simple à utiliser, tous les jours, vous pouvez suivre vos productions solaires. Nous voilà maintenant au choix des consommateurs. Je dis choix parce qu'en fait, on ne peut pas emmener tous les appareils de la maison. On va devoir faire des concessions. Mais au moins, en véhicule, on a la belle vue, les beaux paysages. Du coup, vous l'aurez compris, le grille-pain, la cafetière expresso et tous les appareils à résistance, ce sera compliqué à alimenter. Ou alors on s'adapte. On attend de se brancher sur une prise de camping type P17, mais l'ambiance van life, on la perd un peu. Et puis pour tous ceux qui souhaitent voyager en hiver, qui ne veulent pas incliner leurs panneaux et qui ont des grosses consommations, la solution, c'est le groupe. Bah oui, je sais, ça pollue, mais ça reste pratique. Et puis ça rechargera vos batteries. Et on en connaît même certains qui en utilisent. Mais bon, dans certains cas, je suis d'accord, on peut se passer du groupe électrogène. Pour le café du matin, on a tous envie de notre café. Et la cafetière expresso, on la change pour une cafetière filtre, moins énergivore. Ou encore mieux, la cafetière à l'italienne. C'est perso celle qui a fait fondre mon cœur. Pour ceux qui souhaiteraient nous faire confiance dans le choix du matériel, il faudra remplir une demande de dimensionnement disponible en haut ici, à droite, ou dans la description. Pour le dimensionnement, c'est super simple. On fait une simulation de consommation pendant 24 heures, le nombre d'appareils que vous avez, leur durée d'utilisation et leur consommation. Par exemple, vous avez 2 ampoules. Vous les utilisez pendant 3 heures et celles-ci font généralement 5 watts. Et on entend certains nous dire « mais où je trouve les puissances ?» En fait, c'est écrit dessus et il suffit de les rentrer directement dans le dimensionnement. Pour la localisation, il faudra nous indiquer si vous voyagez en France, en Europe ou pour un tour du monde, ou alors, encore plus improbable, rendre visite au Père Noël en Laponie comme l'ont fait les Vadrouilleurs Forever. Dans ce cas-là, on n'hésitera pas sur la qualité du matériel et surtout sur les performances de l'installation. D'autant plus si vous êtes à l'autre bout du monde, votre conseiller MyShop sera toujours disponible, mais il sera loin de vous. Pour résumer, mieux vous allez décrire votre projet, plus nos conseils seront fiables. Vous serez donc plus content, et nous aussi. Vous voilà maintenant incollable sur l'autonomie solaire en véhicule. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. À fond sur le simulateur de dimensionnement, le lien est disponible dans la description. Moi ou mes collègues vous répondront. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire dans la vidéo, nous y répondrons avec plaisir. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et d'ici là, continuez à briller. Nous vous remercions. Voilà pour la petite vidéo. Bon, c'est un peu commercial, mais c'est aussi, il y a pas mal d'informations intéressantes et c'est une bonne base pour avoir les clés en main pour ensuite avoir une installation complète. La petite cafetière Bialetti, hein, elle existe bel et bien, la cafetière à l'italienne, elle est là. Tu fais des précommandes? Comment? Tu fais les précommandes? Je fais les précommandes. Si vous voulez une cafetière Bialetti, j'en ai qu'une, hein, donc ça va être compliqué. Donc voilà pour déjà si vous avez des questions sur la vidéo, je regarde un peu, mais ça a l'air d'être bien, donc c'est bon. On va maintenant passer au diapo. Tac. Top, nickel. Alors, s'il veut bien se mettre en plein écran. Voilà. Parce que je faisais 5, mais ça ne marchait pas. Donc, je te laisse commencer, Antonin, pour la présentation du début, le début de la présentation. Tu me laisses le contrôle du coup? Ouais, normalement, tu l'as. Ou tu passes les diapos tout seul? Je peux passer les diapos. Est-ce que tu as le contrôle ou pas? Normalement, je te l'ai donné. Ça n'a pas l'air. Ok, bon, moi, je passe les diapos. Ok, ça marche. Alors, donc, du coup, on va commencer par une petite présentation PowerPoint après cette vidéo, donc classique. Hein. Donc, alors, sur l'autonomie en véhicule, on va commencer par la partie qui sommes-nous, donc qui est MyShop Solaire. Donc, je pense qu'il y en a déjà pas mal qui doivent nous connaître parce qu'on est assez présent sur Internet et dans le milieu de la van life. Donc en fait, on est un fournisseur de matériel solaire et électrique. Donc principalement, on va fournir du Victron pour l'appareillage de puissance et du LG pour les panneaux solaires. On fait aussi un peu de Victron en panneaux solaires, mais on préfère le LG.
Donc après, le profil de personnes qu'on a dans notre société, c'est surtout du profil technicien. Donc ça veut dire qu'on n'est pas trop vendeur, on n'est pas trop dans l'argumentaire commercial qu'on peut retrouver assez souvent. On cherche plutôt à conseiller sur les produits et sur les solutions techniques sans trop verser dans le commercial, parce que même nous, c'est pas trop ce qui nous intéresse le plus, quoi. Donc, comme je disais, on est agréé Victron Energy, mais aussi Unitech. Donc, Unitech qui est une marque française, donc ça fait plaisir aussi de supporter les marques françaises. Donc, ils font des panneaux régulateurs et convertisseurs, mais nous, on met surtout les panneaux en avant parce qu'on préfère le Victron pour la simplicité d'utilisation et le Bluetooth. Donc, comme on a vu dans la vidéo, il y a l'application Bluetooth pour les produits Victron qui est quand même bien pratique. Du coup, on a quand même pas mal d'expérience dans le milieu van life, donc pour tout type de véhicule. Donc on fait poids lourd, van aménagé, camping-car, mais pas que, parce qu'on fait aussi les installations en site isolé, bateaux, autoconsommation, etc. Donc on a quand même un panel très large, mais il y a quand même une grosse partie qui est centrée sur le véhicule aménagé. Et là, en ce moment, on se penche de plus en plus sur les solutions lithium. Parce que on se rend compte que de plus en plus les gens veulent du lithium, donc on commence à avoir une bonne expertise aussi là-dedans. Tu peux passer. Alors, donc on va parler de solaire. Donc première chose, comment les panneaux solaires fonctionnent. Donc tout simplement logique avec le soleil. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de rayonnement solaire. Il y a le rayonnement direct, donc qui va arriver directement du soleil ou autre source lumineuse, mais en général c'est le soleil qui est le plus puissant, on va pas se le cacher. Donc en rayonnement direct, donc source le soleil, c'est le rayonnement qu'on peut voir quand on met sa main devant, ça fait une ombre. Et après le rayonnement diffus qui va être tout ce qui est nuage, donc vous savez les jours un peu blancs où il n'y a pas d'ombre en fait quand on met la main au-dessus. Donc en fonction des conditions météo, on va avoir plus ou moins de ces deux rayonnements-là. Et c'est ça qui va faire fonctionner le panneau solaire. Donc les panneaux solaires fonctionnent même par temps couvert. Ils vont forcément fonctionner moins bien, mais ils ont une efficacité par à peu près tous les temps, tant qu'il y a une lumière qui est suffisante. Donc après, bien sûr, ils ne vont pas fonctionner la nuit à la lumière de la lune ou sous les lampadaires, quoique sous les lampadaires, on peut peut-être tirer 5 watts sur un panneau 350, mais comprenez l'idée. Voilà, donc ça c'était pour le fonctionnement des panneaux solaires. Donc après, de quoi est composée une installation solaire? Donc, hop, normalement, j'ai un petit... Un curseur ou... Ouais, ce que j'aimerais bien trouver. Tu sais si j'en ai un ou pas? Attends, normalement, Là, je t'ai autorisé le contrôle à distance, normalement. Super. Ok. Alors... J'ai tout viré. Donc là, vous voyez ma souris ou pas? Moi, je la vois pas. Ok, bon, tant pis, on va faire par description à l'oral. Donc du coup, on commence par le panneau solaire, donc qui est à droite de l'écran. Donc la lumière va arriver sur le panneau solaire et va être convertie en électricité en courant continu. Donc les panneaux solaires, ils sont en général 12 ou 24 volts. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ces appellations, la tension qui va être sur le panneau solaire, c'est pas 12 et 24. C'est panneau pour système 12 volts ou panneau pour système 24 volts. Donc sur un panneau 12 volts, en fait, on va plutôt tirer à peu près une vingtaine de volts, donc plus ou moins quelques volts, bien sûr. Et sur un panneau 24 volts, on va plutôt être entre 35 et 45 volts. Voilà. Donc après le panneau solaire, on a le régulateur. Donc c'est lui qui va être chargé de traiter la tension du panneau solaire pour l'adapter à la batterie, donc qui est en dessous, et la recharger. Donc en fait, le système, c'est on a le panneau solaire qui va recharger la batterie par le biais du régulateur. Et ensuite, on alimente un convertisseur pour faire du 230 volts. Donc le convertisseur est alimenté directement sur la batterie. Il y a aussi, bien sûr, en véhicule, les systèmes en courant continu, donc par exemple les diodes en 12 volts ou la pompe à eau, qui sont aussi pris directement sur la batterie. En général, il y a quelques petits appareils entre les deux, mais on va se cantonner au plus simple. Donc en gros,
le courant continu, c'est pris sur la batterie et le courant alternatif, c'est après le convertisseur. Tu peux passer, merci. Ouais. Alors, pour le dimensionnement de ce système, il y a vraiment un processus à suivre. Il faut commencer par réfléchir en profondeur aux appareils électriques dont on va avoir besoin. C'est ça la première étape. On commence par réfléchir à de quoi on a besoin et comment minimiser au maximum la consommation électrique. Donc, on va toujours chercher à avoir les appareils les plus efficaces possibles en énergie, qui consomment le moins d'énergie possible, et aussi à avoir des habitudes de consommation qui sont les moins consommatrices possibles. Ça veut dire que plutôt que de chercher à avoir la plaque électrique la moins consommatrice possible, on va plutôt chercher une solution alternative, par exemple du gaz, qui ne va pas consommer d'électricité. Donc, dans un premier temps, vu qu'on a une place qui est limitée en véhicule, on va chercher à réduire sa consommation au maximum pour être le plus autonome possible électriquement. Donc, une fois qu'on a déterminé tous les appareils électriques, il faut se faire un scénario de consommation sur 24 heures. Ça ne veut pas dire qu'on va lister tous nos appareils avec l'utilisation maximum qu'on peut en avoir. On va plutôt essayer de se faire une journée type sur 24 heures. Et ensuite, nous, de notre côté, sur le dimensionnement, on prendra une marge pour si jamais vous consommez un petit peu plus. Donc après, pour le calcul, effectivement, c'est relativement simple. Un ordinateur qui consomme 50 watts, qu'on va utiliser 2 heures par jour, on fait 2 fois 50, ça fait 100 Wh. Donc, pour les unités, c'est 100 watts, c'est 50 watts fois 2 heures. Donc, ça se calcule en watts-heure. Et après, pour l'avoir en ampères-heure, parce qu'on a plutôt l'habitude de compter en ampères-heure en véhicule, parce que c'est plus facile vu que les batteries sont en ampères-heure, on a juste à diviser cette consommation de 100 Wh par la tension de la batterie. Donc, par exemple, là, cet ordinateur, si on l'utilise 2 heures par jour, on fait 100 divisé par 12, et on sait qu'il consomme à peu près 8 ampères-heure par jour. Donc après, pour les frigos et glacières, c'est un petit peu différent. Il ne faut pas prendre la puissance qui est affichée sur l'appareil. Il faut plutôt prendre la consommation annuelle en kilowattheure. Parce que forcément, les frigos, on va les prendre à compression en général parce que c'est ceux qui consomment le moins. Mais le compresseur, lui, il ne va pas fonctionner toute la journée. Il va avoir des moments où il s'allume et des moments où il est éteint. Et la puissance qui est marquée derrière, c'est la puissance juste quand le compresseur est allumé. Donc, on ne peut pas le multiplier par 24 et se dire que ça fonctionne 24 heures. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre la consommation annuelle et la diviser par le nombre de jours d'une année, donc 365, pour avoir la consommation en kilowattheures par jour. Voilà. Donc après, nous, de notre côté, on a des outils qui nous permettent de connaître la consommation juste avec la classe énergétique et le litrage. Donc, on peut refaire le calcul pour trouver la consommation annuelle si jamais vous n'avez plus l'étiquette énergétique. Mais c'est comme ça qu'on calcule pour les frigos. Tu peux passer, Adrien. Ouais, je voulais juste rajouter quelque chose. Comme tu disais, donc, vaudra mieux chercher à consommer moins possible. Et même, il est peut-être plus intéressant de mettre plus cher dans un réfrigérateur ou une glacière qui consomme moins et avoir un système solaire plus petit. Souvent, Ouais, c'est plus rentable. Tout à fait. Donc toujours dans l'optique d'avoir les appareils les moins consommateurs possibles. Effectivement, même s'ils sont plus chers, c'est pas ça qui va vraiment changer le budget, puisque payer moins cher pour un appareil qui consomme plus, ça veut dire payer un système photovoltaïque plus cher, et donc ça n'a pas trop d'intérêt. Donc après, nous on utilise le système PVJ donc pour l'irradiation solaire, pour calculer l'irradiation, et on va utiliser donc l'emplacement le moins ensoleillé de l'année pour faire le calcul. Donc ça veut dire que si vous faites un tour d'Europe et qu'en hiver vous êtes dans le sud et en été vous êtes dans le nord, on va regarder le moment de l'année et l'endroit où l'ensoleillement est le plus faible pour être sûr que vous soyez autonome tout au long de votre road trip. Après, si c'est pas un road trip et si c'est de la van life, on va dire en vadrouille, on va calculer en général dans le sud de la France en hiver, en se disant que vous allez plutôt chercher le soleil quand il y en a moins. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut toujours chercher à aller aux endroits les plus ensoleillés sur la partie hivernale, parce que dans le nord de la France, surtout si on n'a pas les panneaux inclinés, c'est assez catastrophique. Et transition toute trouvée pour la diapo suivante. Ouais. Alors, donc les points essentiels en véhicule, du coup, c'est bien sûr d'incliner son panneau solaire, parce qu'un panneau solaire, en fait, plus le rayonnement va être perpendiculaire au panneau solaire. Donc, en gros, vous avez le soleil, vous avez votre panneau solaire.
Si le panneau est à plat et que le soleil est bas sur l'horizon, je vais montrer comme ça avec ma main, là vous avez l'horizon, là vous avez le soleil. Si votre panneau est à plat, il ne va pas récolter beaucoup d'énergie. Par contre, si vous inclinez votre panneau solaire et que le rayonnement vient taper vraiment perpendiculairement, là vous allez récolter plus d'énergie. Et donc c'est ce qu'on peut voir sur les deux cartes. Sur celle de gauche, c'est avec panneau à plat. Donc on peut voir que partout en France, on est sur des teintes beaucoup plus bleues, donc qui veut dire qu'on récolte moins d'énergie. Et quand on incline le panneau solaire, on voit dans le nord de la France, ça correspond à peu près au centre de la France avec panneau à plat quand on est incliné. Et le sud de la France, c'est beaucoup mieux. On peut avoir une multiplication, on va dire, on gagne à peu près 50% en inclinant son panneau solaire. Ça peut même aller jusqu'à x2. Donc, c'est vraiment intéressant de le faire. Faut se dire, incliner son panneau, c'est comme d'avoir la moitié en puissance en plus en hiver. Donc, c'est vraiment pas négligeable, surtout quand on a une place limitée sur un véhicule. En parlant de place. Donc, en parlant de place, on pourrait croire que j'ai bien travaillé le diapo et que je soigne mes transitions, mais non, c'est naturel. Donc, du coup, bien sûr, il faut chercher à optimiser la place au maximum sur le véhicule. Donc, essayer de trouver les panneaux qui vont avoir la plus grande surface possible par rapport aux dimensions du toit. Donc, souvent, c'est un peu compliqué avec les lanterneaux, avec les prises d'air, etc. Donc, nous, ce qu'on vous conseille, c'est plutôt de réfléchir d'abord aux panneaux solaires et après à l'emplacement des prises d'air. Parce que des fois, on se rend compte qu'en déplaçant la prise d'air ou le lanterneau de 20 cm, on pouvait être beaucoup plus à l'aise avec le système photovoltaïque. Donc, en général, c'est quand même mieux de voir l'emplacement des panneaux en premier. Après, c'est possible de mettre plusieurs types de panneaux différents. Donc, comme sur la photo ici, vous voyez, il y a deux gros panneaux. Ceux-là, c'est type 300 watts, donc avec des dimensions standards. Et deux plus petits panneaux au fond, là, où on voit qu'on cherche à récupérer un petit peu de place. Ça, on peut le faire parce que forcément, on gagne en puissance solaire, donc c'est pas mal. Par contre, ça oblige à avoir plusieurs régulateurs parce que sur un même régulateur, c'est beaucoup mieux d'avoir le même type de panneau solaire par régulateur. Parce que si on a plusieurs panneaux différents sur le même régulateur, on va avoir des effets électriques qui vont être indésirables et qui vont impacter la production des panneaux solaires. Donc, on cherche toujours à avoir un régulateur par type de panneau différent. Donc, cherchez toujours à avoir les panneaux les plus homogènes possibles et de préférence un seul type de panneau sur le toit. Donc après, au niveau des technologies de panneaux solaires, il y en a qui produisent plus que d'autres. Donc les meilleurs en termes de performance, c'est les panneaux solaires back contact. Donc ça veut dire que les fils qui font les contacts des cellules vont être à l'arrière de la cellule. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas cacher le soleil qui va taper sur le panneau. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça permet d'avoir des panneaux plus petits à puissance équivalente. Donc on a plus de puissance solaire sur le toit. Et en plus, en back contact, si on a un ombrage partiel, donc ça veut dire s'il y a la moitié du panneau qui est à l'ombre, on va retirer plus de puissance que sur un panneau qui n'est pas back contact. Donc après, bien sûr, la performance a un prix. Donc ce type de panneau est quand même relativement plus cher que les panneaux habituels, mais pour un gain de puissance qui est quand même pas mal aussi. Donc, faut peser le pour et le contre. Les deux sont possibles, mais le back contact reste meilleur. Donc ensuite, si lorsqu'on a fait le choix donc le plus de puissance de panneaux possible, éventuellement les incliner ou les laisser à plat, après il y a forcément un moment où soit on est gêné par la place qui est sur le toit, soit on est gêné par notre ressource solaire si on veut par exemple aller dans le nord de l'Europe en hiver ou ailleurs. Donc il y a forcément en véhicule, c'est souvent le cas, un besoin de source additionnelle par rapport au solaire. Donc, ça va être soit par l'alternateur, donc ici par le coupleur qui est au milieu. Donc là, on est sur un système 24 volts, mais ça marche aussi pour un système 12 volts. Donc, le coupleur ici. Ou alors, on vient se brancher soit sur un groupe électrogène ou sur une prise extérieure type P17 pour se raccorder et venir faire des compléments, surtout l'hiver, parce qu'on aura moins de ressources solaires. Donc là, c'était un projet qui était assez ambitieux parce que c'était une cuisine nomade qui allait parcourir le monde. Donc, qui dit cuisine dit beaucoup de besoins en énergie. Donc, ça va être les frigos, etc. Donc là, on lui avait fait un système avec 4 panneaux qui faisaient chacun 300 et quelques watts.
un système tout en un avec le convertisseur chargeur intégré et le régulateur de charge solaire et un écran de contrôle. Et après, il y avait tout le parc batterie, le système de recharge par l'alternateur, et il avait prévu d'emmener un groupe électrogène. Donc après, je vais détailler un peu la famille de chaque élément. On a parlé du régulateur de charge solaire tout à l'heure, MPPT. Il existe aussi les régulateurs PWM. C'est des régulateurs qu'on va appeler en fait limiteurs de tension. L'avantage, c'est un prix beaucoup plus abordable. Par contre, forcément, on est limité en puissance et en performance. Bon, après, il y a des modèles qui intègrent des petites prises USB en façade, donc c'est plutôt pratique pour les petits systèmes si c'est un van où on utilise en fait le système juste les week-ends ou quoi que ce soit, des petites utilisations. Et après, il y a le régulateur MPPT. Donc là, on va sur des systèmes beaucoup plus imposants, hein, avec des régulateurs qui vont jusqu'à 100 ampères contre 30 ampères maximum pour le PWM. Et on a un rendement qui est supérieur également de 20%, 20 à 30% de production en plus par rapport à un régulateur PWM. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Et il y a aussi quelque chose de très intéressant avec le MPPT, c'est le Bluetooth intégré. Donc ça, c'est quelque chose qu'on met systématiquement sur une installation, parce que s'il y a jamais il y a quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas sur l'installation, nous, derrière, on peut avoir les infos par Bluetooth et ça nous aide grandement. On résout la plupart des problèmes justement grâce à ça, à distance, sans pour autant ramener le produit. Ou alors, même pour vous, vous pouvez suivre la production journalière. Donc, c'est comme je le disais dans la vidéo, donc c'est quelque chose qu'on met systématiquement et voilà, limite, on ne peut même pas s'en passer, on ne voit pas le truc sans. Donc là, c'est des régulateurs MPPT, c'est pour des installations un peu plus imposantes ou pour gagner de la production si jamais on a peu de place et on veut quand même avoir pas mal de production, c'est quand même ce qui est recommandé. Donc pour vous expliquer justement quelle est la différence entre ces deux régulateurs. Donc ici, on a une courbe en rouge qui est la courbe de production d'un panneau solaire. Donc comme on disait, pour un régulateur MPPT, son but, lui, c'est de trouver le point de fonctionnement maximum sur cette courbe. Donc si on a plusieurs panneaux, les courbes sont différentes et en gros, son travail d'optimisation, il va être beaucoup moins bon. Donc c'est pour ça qu'on met les mêmes panneaux sur le même régulateur, parce que les courbes de production sont les mêmes. Il va chercher le point de fonctionnement maximum, il va décaler en fait sa tension, il va se balader sur la courbe de tension pour demander la tension optimale au panneau. Donc là, imaginons, on est à peu près à 20 volts et on va avoir le courant max en sortie batterie. Alors que le PWM, c'est pas pareil. Lui, il va se limiter à la tension batterie, 12 volts, et donc on va avoir la puissance du PWM. Et donc là, entre ces deux puissances, parce que là, on est sur la ligne des puissances, et ben on a un écart à peu près de 20-30%. Pour que ce soit un peu plus clair, il y a un exemple proposé par Unitech sur leur fiche technique. Donc, à la différence, un régulateur MPPT qui vient abaisser la tension, donc comme je le disais tout à l'heure, donc c'est un limiteur de tension contre un régulateur, donc un régulateur PWM qui vient limiter la tension contre un régulateur MPPT qui est un convertisseur régulateur. Donc, il va convertir cet excédent de tension en courant pour mieux charger la batterie. Là, il y a une petite simulation. Donc, pour un panneau 100 watts avec une tension de production de 19 volts, donc là, on est à peu près, c'est ce qui est à peu près donné ici, 19 volts. Intensité du panneau 5 ampères. Donc, 19 volts multiplié par 5 ampères, ça fait 95 watts. Sur le régulateur MPPT, on peut récupérer ces 95 watts parce que l'excédent de tension de 19 à 12,5 volts, la tension batterie, peut être récupérée. Alors que sur le PWM, on récupère 5 ampères du panneau et on garde la même tension batterie, c'est 12,5, ça fait 67 watts. Donc ça fait un gain d'à peu près 40% ça fait un gain de 40% pour cette simulation-là. Donc c'est vraiment de là que vient le gain du régulateur MPPT, c'est qu'il arrive à convertir cet excédent de tension en courant pour charger la batterie. Puisqu'en fait, à la base, sur le panneau, on n'a pas 100 watts parce qu'il y a les pertes, mais on a 95 watts. Donc le régulateur MPPT, lui, il arrive à récupérer ces 95 watts, alors que le régulateur PWM, lui, récupérera que 67 watts. Donc il ne va pas créer de l'énergie, mais il va récupérer
l'énergie qui est perdue en tension par le panneau pour la retransformer en courant pour la batterie. Alors que lui, le PWM va juste être un limiteur de tension et de courant. Enfin, surtout de tension, du coup. Ouais, si je peux ajouter quelque chose aussi. Vas-y. Du coup, là, le panneau qu'on a ici, c'est pour un panneau type 12 volts. Et après, si on a un panneau type 24 volts, en fait, la VMPP, donc ce qu'il y a en dessous qui a environ 20 volts, elle va plus être à environ 35. Et c'est pour ça qu'on peut mettre un PWM que si le panneau solaire est de type 12 volts sur des batteries 12 volts ou est de type 24 volts sur un panneau 24 volts. Parce que sinon, la différence entre la tension des batteries et le panneau est trop importante. Alors que le MPPT, vu qu'il fait la conversion, on peut se permettre d'avoir un panneau 24 volts ou même plus sur des batteries 12 volts parce qu'il va récupérer l'excédent de tension pour le transformer en courant. Donc c'est ça aussi la différence entre les deux. Ouais, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais ouais, tu as raison. En fait, le PWM ne pourra pas, sur des panneaux 24 volts, comme il ne retransforme pas la tension, il ne pourra pas le limiter à la tension batterie. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de passer sur un MPPT. Et souvent, quand on veut mettre un grand panneau sur le véhicule, un panneau type 300 watts, comme on le disait, ou ça va jusqu'à 355 watts, et ben, on est obligé de passer sur un MPPT parce que ce type de panneau est souvent catégorisé en 24 volts. Et de toute façon, le PWM ne marchera pas. Donc, comment choisir son régulateur de charge? Donc, on en a un peu parlé. Il se choisit en fonction de 3 caractéristiques. Donc, ça va être la puissance du panneau en watts, la tension du panneau solaire VOC et la tension du parc batterie. Donc, il y a un exemple. Ici, par exemple, on a un panneau solaire 355 watts. Si on divise par la tension batterie, alors, oui, j'aurais pu un peu plus détailler sur le diapo, mais si on divise par la tension batterie en 12 volts, on va avoir 30 ampères environ. Et si on divise par la tension batterie de 24 volts, on va avoir environ un 15 ampères. Donc c'est pour ça qu'on prend un régulateur soit 75-15 si on a un parc batterie en 24 volts, ou un régulateur 100/30 si on a un parc batterie en 12 volts. Donc pareil pour 2 panneaux et pareil pour 3 panneaux, en sachant que comme je le disais au début, il faut aussi regarder la tension du panneau solaire pour éviter de dépasser la tension acceptée par le régulateur. Donc ici, on a 75 volts acceptés maximum par le régulateur, ici 100 volts, et pour le dernier, 150 volts. Donc en fait, on vient mettre tous les panneaux en série jusqu'à atteindre le maximum de tension acceptée par le régulateur. Et dans ce cas-là, on fait une mise en parallèle. C'est souvent comme ça qu'on dimensionne. Bon, là, elle n'est pas très détaillée, cette diapo. Si vous avez des questions, les collègues pourront en répondre en commentaire. Donc, le sujet des batteries, donc, comme j'ai dit dans la vidéo d'introduction, les batteries, c'est quand même un sujet assez délicat et on entend beaucoup de choses. Et comme c'est un élément qui est cher, ce n'est pas à prendre à la légère. On distingue 2 grandes familles de batteries. Il y a les batteries acide-plomb d'un côté et les batteries lithium de l'autre. Pour les batteries acide-plomb, on va retrouver les batteries entre guillemets classiques, ça va être les batteries gel et les batteries AGM qu'on retrouve un peu partout. Leur nombre de cycles est correct, enfin, c'est ce qu'on met partout, donc on s'en satisfait. Le courant de charge et de décharge est très moyen, donc on s'en satisfait pareil. Donc là, ça va être vraiment une solution pour un camping-car, imaginons, ou un véhicule qu'on va utiliser une certaine saison de l'année, peut-être pas toute l'année, parce que si on l'utilise toute l'année, on va décharger la batterie tous les jours, enfin, on va utiliser la batterie tous les jours, et la durée de vie de la batterie sera plus faible. Ce que l'on met en avant et ce qu'on dit dans la vidéo, c'est qu'il y a les batteries plomb-carbone. Donc, on a 2 modèles Vitron pour les batteries plomb-carbone et 4 modèles pour les batteries Unitech. Donc, ces batteries-là, en fait, elles ont un avantage d'avoir le double de nombre de cycles par rapport à une batterie gel et AGM. Et également, en courant de décharge et en courant de charge, on est meilleur. Donc, ces batteries-là, on va forcément les conseiller pour des utilisations assez intensives, même en profondeur de décharge. On peut aller beaucoup plus profondément en décharge qu'une batterie gel classique sans pour autant la détériorer de manière aussi conséquente que sur une batterie gel. Donc, ça va être vraiment une batterie que nous, on met en avant
Et je vais l'expliquer dans le diapo d'après pourquoi. Si on fait un petit dimensionnement, pourquoi elle est vraiment performante. Au sujet des batteries lithium, forcément, les batteries lithium, c'est ce qu'on dit, c'est le top, notamment en termes de poids et de place pris dans le véhicule. C'est vraiment le top. Il y aura pas mieux. Par contre, effectivement, elles sont très chères. Là, on le voit pour une 100 ampères-heure, on a x4, hein, enfin un peu moins de, si presque x4 entre une plomb carbone et une batterie super pack, et un peu plus de x4 pour une batterie smart. Donc ces batteries lithium, on va plutôt les conseiller si vraiment on a besoin d'avoir de la place ou du poids et que c'est vraiment un aspect limitant pour le véhicule. Forcément, dans les poids lourds, pour ceux qui ont des véhicules poids lourds, ça ne va pas être la batterie de prédilection de base pour le véhicule. Donc voilà, donc pour des besoins bien conséquents, la batterie lithium, elle est vraiment conseillée. Voilà. Après, encore, on fait, comme on le dit dans la vidéo, on fait vraiment du sur-mesure. Donc, on fait même souvent des propositions plomb carbone et lithium pour avoir justement une idée de ce que ça coûte et pouvoir justifier le choix de l'un ou l'autre. Donc, pour finir sur le lithium, on a vraiment une différence en nombre de cycles. Donc, pour une batterie classique gel qu'on trouvera dans la plupart des véhicules, on a quand même un nombre de cycles qui est multiplié presque par, pas par 10, mais presque par 7, pour une profondeur de décharge similaire, en sachant que la batterie lithium, on va la décharger plus profondément pour avoir une batterie encore plus petite. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Souplesse en décharge, hein, on peut la décharger à 92%, en sachant qu'on conseille, comme je disais, à 80% maximum. La charge est plus autorisée et plus importante. Si par exemple on a un chargeur booster justement sur les véhicules récents, il y en a plein qui parlent de chargeur booster, c'est vraiment le truc à avoir, voilà, ça charge super vite. Et là sur le lithium, on pourra justement lui mettre un courant de charge bien plus important. Ça veut pas dire que si on a un véhicule récent et qu'on met un chargeur booster, il faut une batterie lithium, ou ça veut pas dire que si on a une batterie lithium, il faut forcément mettre un chargeur booster. Enfin, on peut faire ce qu'on veut, mais on peut avoir une charge plus importante sur la batterie lithium. Et il y a le poids, bon, ça j'en ai dit, hein, la place et le poids, qui est vraiment super important sur la batterie lithium. On change de technologie, hein. On passe d'une batterie plomb acide à une batterie lithium, donc ça ne peut pas rivaliser. On gagne la moitié en poids largement selon les modèles. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y avait deux modèles chez Victron. Il y avait la Super Pack et il y avait la batterie Lithium Smart. Les deux modèles sont un peu différents. La batterie Super Pack, elle est pas mal pour les petits besoins de bureautique, notamment ce qu'a Philippe sur son installation. Il a une petite batterie Super Pack. Ah, super. Antonin, je crois que tu peux écrire à l'écran. Il a une petite utilisation en bureautique en termes de puissance. Et finalement, il peut mettre cette batterie Super Pack. Pour les besoins un peu plus importants en puissance, on va être obligé de prendre la batterie Lithium Smart avec un BMS externe. Et ça rajoute un peu de câblage. C'est un peu embêtant, mais c'est vraiment deux utilisations différentes. Et donc, nous, on fait le choix de la meilleure utilisation selon votre projet. Et on vous proposera l'une ou l'autre. Et même si la batterie Super Pack est beaucoup plus simple à mettre en œuvre et moins chère, et des fois, on n'a pas le choix, on est obligé de passer sur cette batterie-là. Et ça reste à l'écran en plus. Bon. Je ne sais pas qui a... Non, c'est pas moi qui ai fait ça. Hein. Bon, j'ai donné le contrôle à tout le monde, alors je peux s'en faire. J'ai rien contre mon clavier. Qui a pu le faire en participant sans faire exprès. Non, je sais pas. C'est pas grave, ça fait joli. En plus, c'est bleu couleur Victron, donc c'est parfait. Bleu couleur MyShop. Donc, pour choisir la capacité et la technologie, comme je vous disais, je vous présente ce graphique. Ce graphique, c'est le nombre d'années en durée de vie de la batterie par rapport à sa profondeur de décharge. Donc, suivant la technologie de batterie, on va pas forcément utiliser la même profondeur de décharge.
Parce que si on utilise une batterie gel ou une batterie AGM dont on parlait précédemment, qui est très, très populaire dans les véhicules, on va avoir une durée de vie qui va être très restreinte à 80% de décharge quotidien, de manière quotidienne. On aura une durée de vie de 1,4 ans ou de 1,1 an. Donc c'est très restreint. Et donc, comme je disais, sur l'aplomb carbone, l'avantage, c'est que la durée de vie, elle est supérieure, elle est bien supérieure, presque 2 fois supérieure à la batterie gel, pour un prix qui est seulement de 20% supérieur. Si on fait un petit test, imaginons on a une consommation de 600 Wh par jour, donc 50 ampères-heure par jour. Si on prend une batterie gel, donc nous, lorsqu'on fait un dimensionnement, on dimensionne à 30% de décharge, on aura une durée de vie estimée à peu près 4,9 ans pour une utilisation tous les jours. Donc, ça fait une batterie 165 ampères à 445 €. Si maintenant on fait le choix de la Super Pack, on va aller plus profondément en décharge, donc on aura une batterie qui sera plus petite, 100 ampères-heure, et on a également un prix qui est plus avantageux, même si la batterie Super Pack la batterie plomb carbone est plus chère. Le fait qu'on prenne une batterie plus petite, et ben, finalement, on est gagnant. Donc là, on est gagnant sur ça. Et je vais même aller plus loin pour faire la comparaison par rapport au prix et par rapport au lithium. Je vais même faire la comparaison par rapport au prix et par rapport au lithium entre la Super Pack et la lithium. Voilà. Donc, consommation de 540 Wh par jour, donc 45 ampères-heure. Si on compare le lithium et la Super Pack, on voit que sur le graphique, ils ont à peu près la même durée de vie lorsqu'on a une batterie lithium utilisée à 80% de décharge et une batterie plomb carbone utilisée à 30%. Et si on fait le choix de la batterie, ça ferait 60 ampères-heure pour une batterie lithium, donc de 600 à 870 € selon le modèle, comme je disais, Super Pack ou Smart, mais qui n'ont pas les mêmes contraintes. Et alors que la batterie plomb carbone, on sera à 150 ampères et on sera à 459 €. Donc là, si on n'a pas besoin de gagner du poids ou de la place, c'est vrai que la batterie plomb carbone, niveau prix, durée de vie, ça va être la meilleure. Meilleure que le lithium, parce que la batterie lithium est chère. Donc, si on raisonne juste prix, durée de vie, la batterie plomb carbone, c'est la meilleure. Si on raisonne maintenant en globalité, avec tous les avantages que comporte le lithium, il y a quand même le gain de poids, le gain de place et surtout les charges qui sont autorisées, qui sont beaucoup plus fortes. Et ben, on a quand même la batterie lithium qui reste devant en termes de technologie. Mais niveau prix, la plomb carbone, elle se place très très bien et c'est pour ça qu'on la met fortement en avant. Ouais. Et je peux rajouter un petit quelque chose par rapport à la durée de vie des batteries. Oui. Du coup, en fait, pour les batteries aussi, il y a 2 principaux éléments qui influent sur leur durée de vie. Donc, il y a la profondeur de décharge, comme on l'a vu ici, qui est hyper importante, mais aussi la température d'utilisation des batteries. En gros, une batterie, elle va être à l'aise sur les températures d'environ 20 degrés. L'idéal, c'est entre 10 et 20 degrés. Après, en fait, au-dessus de 20 degrés, donc par exemple, si la batterie est à 30 degrés toute l'année, ça va impacter sa durée de vie et la diminuer fortement. Donc, c'est pour ça qu'on cherche toujours à avoir des batteries qui sont les plus isolées de la chaleur possible pour éviter de trop réduire leur durée de vie et donc de privilégier les endroits ventilés et plutôt frais. Ouais. Et le froid, ce que ça procure sur la batterie, je ne pense pas que tu l'aies dit, mais en gros, ça diminue sa capacité. Si on a une batterie 100 ampères-heure et qu'on l'expose au gel, ça va pas lui diminuer sa durée de vie, mais ça va diminuer sa capacité possible, Voilà, diminuer donc la elle rend capacité performance. on peut la décharger. Moi, c'était tout. Ouais. Donc, effectivement, là, c'était des durées de vie données théoriques à 25 degrés C, en sachant que on n'est pas toujours à 25 degrés sur la batterie, mais on n'est pas toujours à 30 degrés non plus ou 35 degrés, mais c'est une durée de vie théorique ici.
Là, avec ce diapo, je reviens aux avantages du lithium. Donc, comme je disais, on a quand même des avantages qui sont peu négligeables sur le lithium. Donc, chez Victron, on a des avantages en plus, c'est d'avoir une gamme assez large, de 20 ampères-heure à 300 ampères-heure. Et avec une batterie de 200 ampères-heure en 24 volts. Les batteries, on le verra tout à l'heure avec la batterie dans mon véhicule, mais par exemple, la 200 ampères-heure, elle est. Là, j'avais laissé dans le stand. La 200 ampères-heure, elle est super compacte. Elle est aussi compacte que la 150 ampères-heure, donc c'est impressionnant. Il y a l'avantage aussi avec les batteries Smart Victron, c'est d'avoir un système piloté encore par Bluetooth. On peut voir en fait la tension de chacune des cellules, donc ça c'est pas mal, voir s'il n'y a pas un souci ou pas. On peut faire un couplage des batteries en série, en parallèle, selon le modèle, donc soit selon si c'est une batterie Smart, comme ici présenté, on peut la mettre en série ou en parallèle sans souci. Si c'est une batterie Super Pack, comme on disait, il y avait le BMS intégré, et donc là, on est un peu plus limité. On peut que les mettre en parallèle, mais bon, il y a toujours moyen d'avoir du 24 volts avec cette batterie-là. En termes de prix aussi, par rapport aux fabricants qui font des batteries sur le marché du véhicule, là, il y en a quelques-uns, mais c'est les plus connus. On est quand même à des prix qui sont bien meilleur avec Victron Energy que ce qu'on voit avec ESA ou Super B. Donc, c'est ça aussi l'avantage de chez Victron. Et une marque qui est reconnue quand même. Donc, sur la batterie Super Pack, comme je disais, elle est plug and play en fait. Elle est limitée parce qu'on a le BMS intégré, mais elle est plug and play, c'est-à-dire qu'on enlève la batterie, on met la nouvelle batterie lithium, on paramètre son chargeur. Par exemple, là, on a un MPPT 7515, on le paramètre en lithium. Et après, on n'a plus qu'à profiter de l'avantage du lithium, se sortir une bière, et puis voilà. Ça, c'est une batterie, vous pouvez retrouver la vidéo. Il y a Philippe qui a fait normalement, je crois, une vidéo là-dessus où il change sa batterie pas sa batterie de travail, mais l'autre qu'il appelle la batterie pour le quotidien, donc c'est pour sa pompe à eau, pour ses lumières. Et il la change justement pour une petite Super Pack, 60 ampères-heure. Et en fait, c'est super simple. Il a dû faire un trou, lui, pour adapter, parce qu'elle est assez haute, mais on a juste à la remplacer. Je vais maintenant présenter la recharge par l'alternateur. Donc tout à l'heure, on a parlé du coupleur séparateur Cyrix. Donc qu'est-ce que le coupleur séparateur Cyrix? Donc il s'agit d'un relais. Donc peut-être que déjà nombre d'entre vous connaissent déjà le principe du coupleur séparateur. Donc c'est un relais en fait qui va se déclencher en fonction d'une certaine tension. Et l'avantage de chez Victron, c'est qu'il est intelligent. Il y a aussi un laps de temps, il y a un temps de retard qui permet de ne pas se déclencher intempestivement. Donc ça doit être le cas aussi chez d'autres marques. Mais l'avantage s'il faut encore prêcher le Victron Energy, c'est qu'on a d'autres avantages sur le Cyrix. Par exemple, la fameuse légende du 20%. La fameuse légende du 20%, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin d'avoir une batterie de démarrage et une batterie auxiliaire avec un écart de 20% maximum en capacité. Par exemple, si on a une batterie de démarrage de 100 ampères-heure, est-ce qu'on est obligé d'avoir une batterie auxiliaire maximum de 120 ampères-heure sinon, c'est pas possible. Ça dépend des types de coupleurs. Si on est sur un coupleur de marque Shaber ou Inoftech qui vont, eux, résister de 30 ampères à 70 ampères, oui, là, pour le coup, on est obligé d'avoir 20%. C'est même écrit dans les recommandations faites par le fabricant. Chez Victron, ce n'est pas le cas. On a un coupleur Cyrix qui est pas capable d'encaisser 120 ampères, et il y a même un modèle 230 ampères, donc on est vraiment sur du costaud. Et je vais le montrer par un exemple. Donc ça, c'est un exemple totalement théorique. Le courant présenté, etc., c'est pas forcément les bons, mais par exemple, on a une batterie de démarrage de 75 ampères-heure et une batterie auxiliaire de 100 ampères-heure. Si on a cette configuration-là, on imagine que le courant appelé par cette batterie auxiliaire, lorsque ça va commuter, lorsque le coupleur séparateur va se mettre en route, on imagine que ce courant va être de 20 ampères, parce qu'il y a un faible écart entre les deux, donc le courant appelé va être faible.
Donc là, ça passe pour les deux, que ce soit le Shaber ou que ce soit le Cyrix. Si maintenant on a 200 ampères en auxiliaire, bah, le courant appelé va être beaucoup plus important. Imaginons il est de 100 ampères. Et bah, là, forcément, pour certains coupleurs, ça ne va pas passer. Et c'est pour ça qu'on est obligé de garder une certaine cohérence entre la capacité de batterie de démarrage et la capacité de batterie auxiliaire. Alors que pour le Cyrix, bah, il est capable d'encaisser beaucoup plus de courant. Et du coup, là, par exemple, ça passe. Donc là, c'est théorique dans les courants, mais c'est vraiment pour vous expliquer le principe. Comme il accepte beaucoup plus de courant, il est beaucoup plus résistant, et ben, on n'a pas besoin d'avoir le même écart entre batterie de démarrage et batterie auxiliaire. Donc je vais présenter maintenant une autre famille de charges par l'alternateur, ça va être les chargeurs boosters. Donc on a tous les coupleurs séparateurs qui vont être pour les véhicules avant Euro 4 et avant Euro 4, donc avant 2011. Donc on a un modèle pour alternateur renforcé, donc ça va être le 230 ampères, comme je disais. Modèle compatible lithium pour le coupleur séparateur. Et l'avantage du coupleur séparateur, c'est qu'il est simple dans son fonctionnement et il est abordable. C'est un produit qui n'est pas cher. Par contre, il va réaliser que des appoints sur la batterie. Ce n'est pas un chargeur. En fait, l'alternateur va produire du courant à une certaine tension, mais il ne va pas faire un cycle de charge comme on peut le voir sur les régulateurs de charge solaire, un cycle qui va de bulk à absorption jusqu'à float. Ça, il n'est pas capable de le faire. Donc, il n'y a que les chargeurs boosters qui sont capables de faire ça, de faire cette charge adaptative complète de la batterie. Donc ça, c'est vraiment leur gros avantage. Et il y a deux modèles. Alors, il y en a même trois maintenant. D'ailleurs, il y en a un qui a gagné dimanche. C'est le Smart Orion, qui est meilleur justement enfin, il n'est pas meilleur que le Bug Boost, mais il est beaucoup plus abordable que le Bug Boost, qui est un produit très cher, qui est super bien. Hein. Le Bug Boost, on peut faire plein de choses, on peut le paramétrer. C'est un chargeur d'alternateur, mais on peut tout paramétrer dessus. La tension exacte de sortie, etc. Enfin, c'est un produit qui est super, mais grosso modo, pour le véhicule, en fait, on s'en fiche. On s'en fiche de paramétrer à la virgule la tension de sortie. Il y a un chargeur qui est capable de faire la charge adaptative, c'est tout ce qu'on lui demande. Donc, le Bug Boost est très très bien, mais il est trop cher. Il est plus, pour moi, il est plus utile pour des applications professionnelles sur de l'industrie, et c'est d'ailleurs là où l'industrie automobile, là où il est le plus utilisé, je pense. On a également le MBB50 de la marque ESA, donc une marque française. D'ailleurs, le produit est fabriqué en France. L'UCPF l'ont. Ils ont ce modèle-là. Il est très bien, celui-là. Il est assez abordable, 350 €. Et l'avantage, c'est qu'il a deux modes de charge. Un mode en 30 ampères pour les batteries plomb, gel ou plomb carbone, et un mode 50 ampères pour les batteries lithium. Donc quelque chose qui envoie vraiment 50 ampères. Donc ça c'est bien, mais bon, le Victron est quand même mieux. On a un Bug Boost aussi qui fait 50 ampères. J'ai eu le retour cette semaine de Sri Van Leifer, pour ceux qui connaissent. Kevin et pardon, j'ai plus son prénom. Bon, j'ai eu le retour de Kevin, parce que j'ai eu Kevin au téléphone, qui m'a dit que le Bug Boost envoyait bien 50 ampères par heure dans sa batterie auxiliaire. C'était vraiment constant. Il démarrait le moteur et instantanément, il avait 50 ampères. Et c'était super. Par contre, lui, il a un alternateur renforcé de 180 ampères. Donc, c'est vrai que par contre, il faut faire attention avec les chargeurs boosters à avoir un alternateur assez puissant. On ne va pas mettre un chargeur booster de 50 ampères ou de 100 ampères sur un alternateur qui fait 120 ampères. Sinon, ça va le fatiguer. C'est sûr et certain que ça va le fatiguer dans le temps et qu'on va être obligé de le remplacer. Donc, sur les chargeurs boosters, comme je disais, il y a le modèle Smart Orion là, qui est nouveau chez Victron. Et il y a un modèle en 18 et en 30 ampères. Et le modèle 18 ampères, il peut être pas mal justement pour les alternateurs peu puissants, même le 30 ampères. Et si on veut vraiment le top du top, il y a le Bug Boost, mais qui est vraiment assez onéreux. Et on a un modèle à 1200 € en 100 ampères. Donc là, ça va être pour les alternateurs vraiment renforcés, vraiment puissants, pour que ça tienne la charge.
Donc voilà, donc selon les véhicules, pour les véhicules plus récents, on va être obligé de s'orienter vers des chargeurs booster, mais il y a des modèles plus abordables. Sur un Smart Orion, on est inférieur à 300 € donc 270 € pour le 30 ampères, et pour l'autre, on est à 170 € pour le 18 ampères. Donc c'est beaucoup plus abordable. Donc on peut quand même avoir un chargeur booster abordable pour les véhicules récents, ou même pour les véhicules un peu plus anciens, si on veut se doter d'un chargeur booster qui va recharger à 100% la batterie, parce qu'on sait qu'en hiver, on va être juste en solaire, c'est possible aussi de manière assez facile et assez abordable. Je ne sais plus où on en est, Antonin, je ne sais plus si c'est à toi ou c'est encore à moi, à mon avis. Pour le dimensionnement, pour le convertisseur en 230 volts, pour la puissance du convertisseur, le calcul est assez simple. En fait, on prend la puissance en watts, on additionne la puissance en watts des appareils qu'on souhaite mettre en même temps. Pas forcément tous les appareils qu'on a, mais des appareils qu'on souhaite mettre en même temps. Donc, si on sait qu'on a un frigo qui tourne en permanence et qu'on sait qu'on a, je ne sais pas, on parlait de la cafetière par exemple, on sait qu'il y a ces deux éléments-là, il faudra additionner ces puissances-là et on aura le convertisseur qui en déduit. Mais si par exemple on a un ordinateur, on a une tablette, on a une pompe, etc., tous ces éléments-là ne vont pas être en même temps, donc on n'a pas besoin d'un convertisseur. Et la plupart du temps, d'ailleurs, ces éléments-là sont en 12 volts. On n'a même pas besoin de les prendre en compte pour la puissance du convertisseur, mais en tout cas, il faut prendre que les éléments qu'on souhaite mettre en même temps. Et pour les réfrigérateurs ou glacières, c'est un peu plus particulier parce qu'on a un appel de courant au démarrage. Donc là, notre retour d'expérience nous dit que pour une glacière, on va mettre un convertisseur minimum de 500 VA, donc ça fait à peu près 400 watts, et il peut aller en double pendant 5 secondes, donc la crête, donc le démarrage de la glacière. Pour les réfrigérateurs type tabletop entre 50 et 100 litres, on va avoir besoin d'un convertisseur 800 VA pour, là encore, en fait, pouvoir supporter le démarrage du compresseur. Et pour les réfrigérateurs plus grands, donc type 300 litres, type domestique, qu'on retrouve dans la plupart des maisons, là, c'est rare déjà d'en avoir dans un véhicule. Et si jamais on en a un, là, on mettra minimum un 1200 VA pour pouvoir combler ces besoins-là. Ça, c'est vraiment notre retour d'expérience. On sait que les personnes qui ont acheté des convertisseurs plus faibles parce qu'ils ne voulaient pas forcément nous écouter, malheureusement, si on a un convertisseur de 375 VA avec un réfrigérateur tabletop, ça a peu de risque de fonctionner. Pour le convertisseur, il y a un facteur qui est assez important comme pour la batterie, ça va être la température. Plus on aura une température élevée, plus la puissance de sortie du convertisseur va être faible. On va avoir une chute de puissance assez importante en fonction de la température. Donc là, on voit ici par les courbes. Mais bon, on voit que ça dépend aussi de la puissance du convertisseur. Plus on aura un convertisseur puissant, plus cette chute sera élevée. Mais sur un convertisseur de 800 VA, au final, on descend là, on doit être peut-être à 300 VA, mais on est à 60 degrés. Donc, si on doit faire un local technique pour la batterie, il faut quand même faire quelque chose d'assez aéré. Le mieux, c'est d'avoir une prise d'air en bas et une sortie d'air en haut pour avoir un flux d'air constant dans cette partie-là pour justement limiter les fortes températures dans cet espace-là. Donc là, on a la même courbe pour l'intensité de sortie, mais ça veut dire exactement la même chose. On a juste à multiplier par 230 entre les deux. Oui. Tu marques quels sont les réglages? Non. Ok. Un outil pratique justement pour savoir quelle puissance on a en sortie de son convertisseur en fonction de la température, c'est Victron Toolkit qui permet justement de savoir ça. On a aussi un calculateur de câbles, donc j'en parlais juste après, qui est bien pratique pour savoir justement la section de câble à déduire. Mais donc là, on a un onglet température pour déduire la température de sortie d'un convertisseur en fonction de
enfin la puissance de sortie pardon, d'un convertisseur en fonction de la température. Il y a également un onglet LED définition. Si on a un produit Victron, on a un clignotement LED qu'on ne comprend pas, assez rapidement avec cette application, on peut avoir la réponse sur ce qui se passe sur le produit. Pour la section de câble, en fait, si on utilise ce petit, enfin, quand on fait un calcul de section de câble, ce qu'il faut, c'est avoir toujours une chute de tension inférieure à 3%. C'est la marge que l'on se donne pour dimensionner le câble. Donc, si par exemple ici, donc le premier cas, c'est on a une utilisation DC, donc c'est en 12 volts, en courant continu. Donc ici, on est en 12 volts. On a une longueur de câble de 10 mètres, donc 5 mètres aller, 5 mètres retour, donc 5 mètres pour le plus, 5 mètres pour le moins. On a un courant ici de 30 ampères. Donc ça va être par exemple, ça c'est un peu le cas typique d'une charge par l'alternateur. Souvent par l'alternateur avec un coupleur, on a à peu près 30 ampères qui arrivent. Si on a une longueur de 10 mètres parce que les batteries sont à l'arrière et enfin, la batterie auxiliaire est à l'arrière et l'autre est à l'avant du véhicule, on a à peu près 5 mètres aller, 5 mètres retour, on aura 30 ampères. Là, il faut du 35 mm². Deuxième cas, on est en 24 volts, donc forcément, la chute de tension va être inférieure puisqu'on double la tension. Donc là, on a besoin de que du 25 mm² et encore moins du 10 mm² si on est en 48 volts. Et il y a également une zone pour le 230 volts si on a un convertisseur pour déterminer la section de câble. Donc c'est des sections beaucoup plus petites parce qu'on a beaucoup plus de tension, donc forcément la chute de tension est beaucoup plus faible. Et donc là, par exemple, si on a 30 ampères, 10 mètres en 230 volts, et ben là on peut mettre que, on n'a pas besoin de mettre du plus gros que du 2,5, en sachant que 30 ampères en 230 volts, si je fais le calcul, déjà si on a 16 ampères, on est en 3600 watts, donc là on est à peu près à x2, donc on est à 7000 watts. Donc cet exemple-là, il est vraiment rare de trouver, d'avoir autant de courant ici. Et pour le calcul de la section de câble, vous trouverez sur Internet la formule exacte, si vous voulez faire, parce que là sur l'application, on est un peu limité des fois, donc vous trouvez la formule exacte. Ou alors cette formule-là et plus d'explications sont également disponibles sur le e-book électricité, sur le site de l'UCPF, le van migrateur. Sur leur site, il y a l'e-book électricité avec tout notre savoir, mais également sur la section de câble. Je pense que je vais continuer là, et puis après, ce sera à toi, Antonin, de finir. Ouais, pas de souci. C'est une question qui a été posée dans le chat. Pourquoi choisir 12 volts et 24 volts? On y répond en vidéo aussi. La solution la plus privilégiée en véhicule, ça va être le 12 volts. Vraiment, c'est rare d'avoir un véhicule en 24 volts, surtout pour les fourgons. Donc, c'est une installation plus commune. C'est des câblages qui sont plus simples à réaliser parce que les produits qu'on va trouver, les pompes à eau, les lumières, la plupart du temps, c'est en 12 volts. Donc, c'est beaucoup plus simple à réaliser. Et la plupart du temps, c'est comme ça que c'est fait. Par contre, forcément, on l'a vu tout à l'heure, si on est en 12 volts, on aura, pour le même courant, pour la même puissance, on aura une section de câble qui sera plus élevée. Et on aura un calibre du régulateur également plus élevé, comme je l'avais dit quand je présentais les régulateurs de charge solaire, avec un panneau 355 watts. Si on est en 24 volts au niveau des batteries, on a besoin d'un régulateur 15 ampères. Si on est au niveau des batteries en 12 volts, on a besoin d'un régulateur 30 ampères. En fait, la formule, c'est P égale UI. On double la tension, donc on diminue le courant par 2 pour la même puissance donnée, 355 watts. Donc la plupart du temps, c'est en 12 volts. On peut retrouver des véhicules en 24 volts. L'avantage avec les nouveaux chargeurs booster, c'est que justement, il y a on peut en fait avoir un parc batterie de démarrage en 12 volts et avoir un système auxiliaire en 24 volts. Donc ça peut être fait. Par contre, le problème du 24 volts, c'est qu'on trouve moins d'appareils en 24 volts. Donc tout ce qui va être ampoule, pompe, ça se trouve beaucoup plus facilement en 24 volts. Mais surtout les ampoules, ça va être compliqué. Et après, ça va être tous les systèmes de chauffage faits par les fabricants, par exemple par Truma ou par Webasto, qui ne sont pas toujours compatibles en 24 volts. Donc, c'est une solution un peu plus rare, mais il faut savoir que le 24 volts est très présent sur les poids lourds, sur les bus,
Et là, de toute façon, le parc batterie de démarrage est en 24 volts, donc on ne va pas aller se mettre en 12 derrière. On se met en 24 et là, c'est le mieux. Donc, pas de meilleure solution, même si la solution 24 volts est un peu mieux, mais on s'adapte vraiment au projet. Et le 12 volts, c'est la grosse dominante en véhicule et c'est pas prêt de le changer. Les produits qu'on trouve pour alimenter son véhicule, en lumière, etc., c'est du 12 volts, donc c'est pas prêt de changer. Parler maintenant de la mise à la terre avec Antonin. Du coup, Adrien, tout à l'heure, tu vas sur ton camion, c'est ça? Ouais, mais Donc, ça, fallait pas te dire. C'était une surprise. Ah bon? Je voulais faire un super direct de mon véhicule, mais ouais, je peux aller sur mon... Là, du coup, tu peux en profiter pendant que je parle de la mise à la terre pour que ce soit plus fluide. Ouais, bah, Si c'est ça ce te que va. ouais, c'est ce que je vais faire. Ok, ça roule. Bon, bah du coup, on va attaquer la mise à la terre. Donc ça, c'est souvent une question qui revient surtout sur les véhicules, puisque forcément, le véhicule est vraiment isolé de la terre, puisque il est sur ses roues, donc il n'est pas en contact avec la terre électriquement. Donc en fait, on va considérer la masse du véhicule, donc ça veut dire la carcasse vraiment métallique qui est reliée au moins des deux batteries en général, comme la nouvelle terre. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est le principe du différentiel sur cette mise à la terre. Donc là, on va regarder sur le schéma qu'il y a ici. Alors, voilà, j'avais trouvé tout à l'heure pendant qu'Adrien parlait, je peux faire des dessins, donc c'est super. Donc en fait, le différentiel, c'est un élément qui va se trouver ici. J'espère que tout le monde voit le dessin. Voilà, Ouais. donc c'est l'élément qui va se trouver ici et qui va en fait compter ce qui part de la phase et qui revient du neutre. Donc en fait, sur un système en 230 volts, donc en sortie de convertisseur, vous avez normalement 3 fils. Vous avez la phase, donc en gros, c'est, pour simplifier, c'est le plus mais en 230 volts, et le neutre. Donc le courant, on compte toujours qui va de la phase vers le neutre. Et enfin, vous avez la terre. Donc la terre, c'est un peu le câble de sécurité qui sert justement au fonctionnement du différentiel. Donc en fait, si jamais vous avez un élément qui a un problème sur l'installation, donc par exemple, là c'est une machine à laver qu'il y a ici là. Hop, ça c'est une machine à laver. Si jamais il y a un problème de mise à la terre dessus, le courant, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il va faire ça. Il va partir de la phase, il va faire ça, il va passer par le problème de mise à la terre, dans la terre, et il va revenir ici après le différentiel. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que le différentiel, il va compter l'énergie qui part en rouge, qui vaut par exemple, je vais dire un chiffre au hasard, 10 ampères. Il va compter l'énergie qui revient ici, et il va se dire, bah mince, on en a perdu. Donc qu'est-ce qu'il va faire? À partir de 30 mA d'écart, il va couper parce qu'il sait qu'il y a eu un problème de mise à la terre sur un appareil. Et du coup, ça permet d'éviter que y ait quelqu'un, par exemple n'importe qui en fait, qui touche la carcasse de la machine à laver et qui du coup se fasse électrocuter sur sa machine à laver, ce qui est quand même un peu embêtant. Voilà, donc c'est à ça que sert le différentiel sur une installation électrique. Voilà, j'efface tout ça. Du coup, donc comment on met à la terre le système électrique du véhicule? En fait, il faut tout mettre à la terre. Donc sur le convertisseur, vous avez une prise de terre qu'il faut mettre à la terre. Et surtout vos appareils aussi. En fait, quand vous les branchez, souvent vous allez voir sur la prise, vous avez les deux petits bitonio qui ressortent, plus un autre où vous avez la terre en fait qui est branchée directement par ici sur l'appareil. Donc en fait, c'est pour ça que c'est super important que le convertisseur soit bien relié à la carcasse du véhicule pour faire cette mise à la terre. Et ensuite, donc ah ouais, par contre, j'espère que je peux passer les diapos. T'arrives à passer les diapos ou pas? Attends, on va voir ça. Parce que sinon, c'est un flop. Attends, on va voir. Si on pouvait également m'accepter... Ah oui, approuvé, super. Je te laisse le contrôle. Et si Luce ou PF, vous pouvez m'intégrer à la réunion via mon téléphone, ce serait nickel.
Ah, super. Donc, désolé, parce que ça rame aussi un peu de mon côté. Voilà. OK. Donc, en gros, il faut toujours relier la masse du convertisseur et la masse des appareils électriques à la masse du véhicule, parce que du coup, s'il y a un défaut d'isolement, ça va faire en sorte que le convertisseur, lui, il va se couper automatiquement s'il y a un défaut de terre qui est repéré par le convertisseur. Donc, s'il y a un défaut matériel, donc il y a un problème de comment dire, un problème au niveau un défaut électrique en fait sur un de vos appareils électriques, le convertisseur lui il va se mettre en surcharge parce que ça va être comme un court-circuit pour lui et du coup il va s'arrêter automatiquement. Donc c'est pas forcément indispensable d'avoir un disjoncteur sur l'installation, c'est mieux mais c'est pas indispensable parce que le convertisseur il a une puissance limitée et du coup il va s'arrêter tout seul. Par contre, le convertisseur, il ne va pas protéger d'un accident humain. Donc, dans le cas où il y a un défaut d'isolement, mais ça ne passe pas par la terre parce qu'il faut qu'il y ait une personne qui le touche pour que ça fasse ça. Et le truc, c'est que ça devient dangereux à partir de 30 mA et que c'est 7 watts 30 mA en 230 volts. Donc, le convertisseur, lui, il est largement capable de fournir les 7 watts ou même le double, donc à peu près 15 watts, qui sont vraiment dangereux pour l'être humain. Et donc, pour protéger de ça, il n'y a vraiment que le différentiel qui sera capable de le faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument un différentiel sur l'installation pour qu'elle soit le plus sécuritaire possible. Donc, pour récapituler un peu, en gros, le différentiel va protéger d'un accident humain et la mise à la terre va protéger d'un accident matériel. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est quand même l'humain. Donc, dans tous les cas, on met un différentiel en sortie de convertisseur. Après, pour ceux avec des convertisseurs chargeurs, donc là où il y a une entrée 230 volts sur le véhicule, en théorie, les campings et toutes les prises où vous allez vous brancher sont équipées d'un différentiel aussi du côté de l'installation où vous vous branchez. Mais si jamais vous voyagez un peu à travers le monde, si vous allez dans des pays qui n'ont pas les mêmes normes électriques qu'en France, c'est quand même mieux d'avoir quand même un différentiel aussi en entrée convertisseur au plus proche de la prise d'entrée 230 volts. Voilà pour la mise à la terre. Je ne sais pas si Adrien, tu es arrivé sur Billy. Bonjour. Normalement, là, vous me voyez. Je ne sais pas si c'est le cas. Ouais, on te voit. Super. Comment Il a couru. Tu peux. Là, vous voyez quoi? Vous voyez le bazar ou vous me voyez moi? on voit le bazar. Par contre, ce serait pas mal de passer ton image en principal au lieu du diapo. Parce que moi, je te vois tout petit. Je sais pas comment les autres te voient. Tu peux arrêter le partage ou il faut que je le fasse moi? Attends, je vais voir ça. Si je fais en haut, si je fais quitter en haut, je pense que je me. Vous voyez toujours le bazar ou Ouais, vous on voit me toujours voyez le bazar. Merde. Ok, là c'est mieux. Donc parfait. Donc là je suis derrière Billy, le fameux d'Angel Ducato 4x4. Et donc je vais vous montrer la super installation. Voilà, donc il faut double-cliquer. Hein, pour ceux qui ne savaient pas, double-cliquer sur la fenêtre d'Adrien. Effectivement, quelqu'un l'a dit dans le chat. Ça met en grand. Voilà. Ah nickel, super. Donc là le super J'ai marchepied. arrêté le partage aussi, c'est bon. On a une équipe technique du tonnerre. Wow, c'est fou. Et donc là, je vais retourner la caméra pour que vous puissiez voir la super installation électrique du tonnerre. Donc là, on voit, hein, la batterie, elle est chargée à fond. Il n'y a pas de souci. Donc la batterie lithium, comme je le disais tout à l'heure, 200 ampères, elle est super compacte. C'est impressionnant et elle est assez légère. Elle fait une vingtaine de kilos, je crois. Le convertisseur ici, donc c'est le Buck Boost. Donc ici, c'est un modèle 25 ampères dont je parlais tout à l'heure. Ici, vous avez le Battery Protect. Vous avez ici le tableau
12 volts. Vous avez ici le shunt, donc c'est pour l'afficheur. Ici, c'est le VE bus BMS dont on a parlé tout à l'heure. Là, c'est le régulateur solaire. Tout à l'heure, on en a parlé aussi, 50 ampères. Parfait. Ouais. Donc voilà, toute l'installation électrique est ici. Je ne sais pas s'il y a des questions, ou n'hésitez pas à me dire s'il faut que je monte des trucs ou pas. Donc il y a ça, et tout à l'heure, on parlait de la mise à la terre. Du coup, je l'ai faite assez récemment. Donc ici, on vient se reprendre sur le châssis du véhicule directement, là où la batterie, en fait, le moins de la batterie, il est connecté. Voilà. Ici, on a les câbles qui viennent pour en fait charger avec le buck boost. On a aussi l'avantage sur le convertisseur chargeur d'avoir une petite sortie là, ou un petit câble rouge ici, qui permet en fait, lorsqu'on est branché en 230 volts, qui permet en fait de charger aussi la batterie de démarrage. Donc ça, je l'avais montré l'année dernière au Van Life Fest. Donc j'ai ma prise en fait ici, elle n'est pas extérieure du coup, mais la prise P17 qui est ici. J'ai mon câble 230 qui est ici, qui passe partout là. Et là, j'ai le bordel de câbles, mais j'ai quand même bien fait mon truc où on a tous les câbles qui sont derrière la cloison. Je te vois, Antonin, qui sourit. Ouais, parce qu'il y a Philippe qui est jaloux de ton van. Ducato d'Angel 4x4, hein, il n'y a pas mieux. Hein. C'est pas avec des boudins qu'on change un van. Hein. Donc voilà. Est-ce que je peux ouvrir la conversation? Moi, j'aimerais bien voir les messages. Oui. Si, je vois des messages. Oui, je vois Philippe qui rigole. Ouais, je crois qu'il y a les gens qui voulaient voir aussi côté panneau. Je sais pas si tu peux... Oui, côté panneau. Alors, les panneaux, je ne pourrais pas monter sur le toit, mais voici les panneaux. Je vous retourne la caméra. Hop, ici, ils sont là. Donc effectivement, ils dépassent un peu du toit parce que malheureusement, j'ai pas une super galerie. J'ai acheté un système qui s'appelle Rooftop chez Fiamma, donc qui reste vraiment à l'intérieur du véhicule. Bon, l'avantage c'est que c'est léger et pas trop cher, mais bon, c'est un peu de la dope, quoi, parce que du coup, on perd beaucoup de place. Et comme MyShop Solaire voulait que je mette 2 panneaux, bon, je vais pas m'en plaindre, mais ils m'ont obligé à mettre 2 panneaux. Ouais. Et du coup, ça dépasse un peu, mais ça dépasse pas au sol. Hein. Ça dépasse pas au sol. On est vraiment. Là, on voit pas très très bien, mais ça dépasse pas de la prise au sol du camion. Ça, c'est important. Ça dépasse juste un peu. Du coup, tu revends un peu d'électricité à EDF. Je pourrais, je sais pas. De toute façon, ils rachètent tellement pas cher que je pourrais pas faire grand chose. Bah, tu peux pas, t'es pas agréé RGE, ça marche pas. Je pourrais, si je revends à EDF, je pourrais m'acheter une bière. Tu pourras t'acheter des bonbons. Par mois, je pense. Une bière à 2 €, c'est tout. Donc voilà l'installation. Il y a quelqu'un qui demandait où est-ce que tu avais mis le BMW sur ton installation. Il est débranché. Il est dans le bordel. Là, si vous voyez le bordel. Ici. On est à 2,80 m. Ouais, ça c'est Camille qui dit en hauteur, on est à 2,80 m. Il est ici mon BMW, il est débranché, mais en fait, ce que je compte faire, si je remonte le système, il est en fait dans un meuble ici, et en face avant du meuble, je mettrai le moniteur de batterie ici en face avant du meuble, mais comme on n'a pas fini le meuble. Ouais. Et montre où il est le shunt aussi peut-être. Voilà. Donc. Adrien. Ouais. Du coup, non, je me remets à l'inverse. Ici, on a le shunt, et ici, en fait, on a la prise
ici la prise RJ12 pour aller connecter après derrière l'afficheur. Ici la même prise pour avoir. Mais je peux même le faire en live. Je vous pose, si ça vous dérange pas. Ça fait la poussière ou pas? Parce que je crois que j'en vois un peu. La poussière, ouais. Le problème, c'est que j'ai poncé ma cloison et il y a de la poussière partout maintenant. Donc, je vous montre ça en live. On est un peu posé sur le nez. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Je sais pas, j'ai pas entendu. Elle est Luce ou PF, si vous pouviez bloquer cet énergumène, ce serait cool. Ah, c'est fait, on l'a supprimé. Ah, super. Donc voilà, ici en live, donc on est à 13,4 au niveau de la batterie. Tac, je vais le prendre comme ça. Il fait plutôt bon à 22 degrés dans le van quand même. Ouais, quand on branche le BMW, il y a toujours marqué 100% de batterie à la connexion, donc c'est pas fiable. Au Ouais, moment mais où il est branché, en tout cas. Hein, voilà, bien sûr. exactement, au moment où il est branché. Et par contre, une fois que vous avez le float ici sur le régulateur, on est sûr qu'on est à 100%. Donc là, en fait, Donc là, c'est fiable, en fait. donc là, c'est fiable. Donc là, pour le coup, on est bien à 100%. Je vais vous allumer le convertisseur chargeur, mais vous allez voir qu'il va faire la gueule. Ah, on voit pas. Ah si, on Si, voit un on peu voit le alarme. En fait, il se met automatiquement en alarme quand on est connecté ici au BMS, parce que je ne l'ai pas encore programmé en lithium. Je comptais faire une vidéo pour expliquer ça. Et si je le débranche du BMS, bon ça c'est à pas faire, hein, mais je vous montre. Ici, il se met bien en vert, donc on peut après avoir du 230 volts en sortie du convertisseur chargeur. Mais comme la sécurité en lithium, c'est le BMS, clac, on l'entend un commuté, il repasse en alarme. Voilà. Donc, on voit le bug boost aussi hein, entre le régulateur et le convertisseur. Alors par contre, je me suis rendu compte, donc l'avantage du bug boost, je disais, il est bourré de technologie. Il y a carrément un module de détection de vibration moteur intégré sur le produit. Je n'ai pas suivi ce qu'était le BMS. Le BMS, en fait, c'est l'organe de sécurité en lithium, parce que comme une batterie lithium, s'il y a un emballement au niveau de la tension sur une batterie lithium, le problème, c'est qu'il y a un risque d'incendie. La batterie prend feu à 1500 degrés. Donc, en fait, le BMS en lithium permet d'assurer la sécurité et de déconnecter certains éléments. Donc, ça va être soit les chargeurs. Ici, on a marqué charge disconnect ou load disconnect. Donc, il déconnecte soit les chargeurs, les loads, c'est les décharges, ou alors après, il peut déconnecter le convertisseur chargeur via la prise VE bus. Donc, la prise RJ45 qui est en haut, la bleue. Si on prend l'exemple du direct, a-t-on des pertes à la batterie sans la je n'ai pas compris la question. Si on prend les... Là, il n'y a pas beaucoup de pertes parce que il y a la cloison, il y a 1,50 m entre les... Enfin, peut-être un peu plus, hein, peut-être 2 mètres entre la batterie de démarrage et la batterie auxiliaire. Plus on aura de la distance, plus on aura des pertes. Ça, c'est sûr. Après, il faudra adapter la section de câbles. Ouais. Mais c'est vrai que si vous avez la possibilité de faire le local élec à l'avant du véhicule, comme c'est le cas ici, on est à l'avant du véhicule, c'est vraiment ce qui est conseillé. En plus, l'avantage du local électrique ici, c'est que je vais faire une prise d'air en bas ici, donc une prise d'air frais, et une sortie d'air chaud en haut. Et comme la porte latérale sera souvent ouverte, bah, ça fera quand même une bonne circulation d'air ici. Voilà, j'attends d'autres questions. Ouais. S'il y en a qui ont encore des questions, tant qu'on est sur l'installation. Sinon, je remonte. Hein.
Ouais, attends que les gens ils écrivent peut-être le clavier, c'est C'est joli. Ah, merci, c'est gentil parce que je l'ai mis à jour récemment là. Toute cette partie-là, tout le 12 volts, là, je l'ai fait super récemment, pour ne pas dire hier soir et un peu ce matin, parce que j'attendais une livraison qui a mis du temps à arriver. Tu viens nous l'installer. Ah, le budget à donner pour l'installation. Budget à donner pour l'installation. Alors là, c'est une très très belle installation. C'est vrai qu'on voulait faire quelque chose avec MyShop qu'on puisse présenter dans les salons. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 panneaux et qu'il y a un système qui va être inclinable et motorisable. Bon, je vous le dis, hein, c'est une vraie galère. Ne faites pas de système motorisable, c'est chiant. Mais en tout cas, inclinable, il l'est. Mais c'est juste que motorisable, je suis en train d'y travailler. Le budget total dans l'installation, on est aux alentours des 4 500 € pour le tout. La batterie lithium 200 ampères vaut 2200 et quelques euros. Le régulateur de charge solaire 50 ampères, donc qui est capable de supporter 2 panneaux de 370 watts, lui vaut 336 €. Le panneau de 370 watts vaut 475 €. Le régulateur de charge, le convertisseur chargeur 1200 VA, lui vaut 418,18 €. Le Bug Boost, il vaut 550 €. Le Smart Battery Protect vaut 62,20 €. Le BMW 712 vaut 210 €. Le VE Bus BMS vaut 124,40 €. Et après, ici, il y a un porte-fusible. Alors, sur le porte-fusible, je l'ai un peu modifié. Parce qu'en fait, ici, je pouvais pas mettre tous mes câbles. Donc là, ici, j'ai coupé en fait cette partie-là. La partie qui... Et du coup, ça passe un peu mieux, quoi. Mais de toute façon, pour ce qui est de cette installation-là, je prévois, on est en train de faire un site avec Camille, un petit site sur Wix, et je prévois de détailler un peu les galères sur l'installation, détailler un peu tout un peu plus en détail et voilà, mettre les prix aussi des éléments. il y en a qui parlaient du diamètre des câbles aussi qui connectent le panneau au régulateur. Là, dans ce cas ici, les panneaux sont en série. Donc, ça veut dire que le courant va rester le même que pour un seul panneau solaire et la tension va être multipliée par 2. Donc, vu que la section de câble elle est en fonction du courant et pas de la tension, c'est la même section de câble que si on avait un seul panneau solaire. Donc, c'est pour ça que quand on a un gros système, en général, on cherche à aller plutôt en série. Ouais, plutôt en série puisque le régulateur peut accepter 100 volts d'entrée. Donc là, on peut les mettre en série. Donc pour la section de câble, pour l'entrée PV, donc panneau solaire, ici j'ai du 6 mm² et j'ai dû acheter du 10 mm² parce qu'on n'a pas chez MyShop et on m'en a pas donné. Donc j'ai acheté du 10 mm² vers la batterie, ici. C'est ça que j'ai rajouté récemment. Et j'ai le câble de terre. Et il y en a qui veulent voir par où passent les câbles des panneaux solaires. Ok. Il faut que je monte sur le toit. Enfin, non. Je vais vous montrer à l'intérieur. En fait, je les ai fait passer. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais je les ai fait passer dans la capucine, en fait. Donc ici, on est au-dessus de la partie conducteur. Et je les ai fait passer dans la capucine. Ils passent ici, à gauche, côté conducteur. Et je vais les reprendre de l'autre côté. Ils passent ici, en fait. Bon, là, c'est pas très beau, hein. Il y a toutes les garnitures qui sont un peu enlevées. Ils passent ici, là. Ils longent tout du long. Ils passent. Donc, je les ai fait passer. J'ai fait passer le tout avec un passe-toit, la marque Unitech. Et après, je les ai fait passer par la capucine. Comme ça, s'il y a une fuite ou peu importe, par la capucine, c'était plus simple, en fait. Il y en a qui posent des questions aussi par rapport au Bug Boost. Ils se demandent si tu as un convertisseur 24/12 et où doit être placé le chargeur booster, plutôt au plus près de batterie auxiliaire ou démarrage.
Ah, pour le bug boost, Ouais. la position. Ici, en fait, j'en ai parlé justement avec Kevin de Srivan Lifer. Malheureusement, le bug boost, il faut qu'il soit assez proche du BMS parce qu'ici, on a un petit câble qui va être connecté au BMS, donc le câble violet ici. Donc, il faut qu'il soit assez proche. Donc, plutôt proche de la batterie auxiliaire. D'ailleurs, il y a une vidéo où Victron Energy Roumanie fait un van aménagé. Donc, ils montrent comment faire un van aménagé. Et eux l'ont mis également derrière le véhicule, proche de la batterie auxiliaire. Après, pour ce qui est coupleur séparateur, moi, j'aurais tendance à le conseiller devant. Par exemple, dans le local batterie, là, il y a la place pour le mettre. Et même si la batterie est sous le capot du véhicule, même si la batterie est sous le capot du véhicule, moi je conseille quand même de mettre le coupleur CRX à l'intérieur parce que de toute façon il est étanche, il n'y a pas de souci. Ok, moi je pense qu'on a fait pas mal le tour des questions. On va peut-être conclure bientôt parce qu'il ne faut pas finir trop tard pour éviter d'empiéter sur les autres, Ouais, sur c'est les autres parfait, réunions. on est bien niveau timing, super. Je vous reprends tout de suite en haut. Ok. Alors. On dirait un vieux qui essaie de... Bon, du coup, en attendant qu'il y ait Adrien qui revienne, je peux répondre aux questions à l'oral directement. Oui, on peut charger une batterie gel avec le Cyrix. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, il faut bien s'assurer que le véhicule n'est pas trop récent, parce que sur les véhicules les plus récents, ils ont un alternateur qui est piloté et intelligent. Et du coup, ça bloque un peu l'utilisation des coupleurs à relais comme le Cyrix. Donc, sur les véhicules après 2011, donc Euro 5, Euro 6, il faut plutôt utiliser les chargeurs boosters, comme les Orion Smart ou les Bug Boost. Après, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ouais, si vous vous demandez aussi quel matériel installer, en fait, on ne peut pas vraiment répondre parce que tout est à chaque fois au cas par cas. On regarde à chaque fois les consommateurs précis que vous allez utiliser. Combien de temps, quelle puissance, etc. Donc même avec exactement les mêmes appareils, le même micro-ondes, les mêmes ordinateurs LED, etc., les utilisations des personnes sont très différentes et du coup, on ne peut pas généraliser même si vous avez exactement les mêmes appareils que quelqu'un d'autre. Voilà. Donc après, s'il y en a qui veulent des dimensionnements, c'est possible par notre site internet. On a un simulateur solaire qui est tout neuf, qu'on a essayé de faire au mieux pour que ce soit plus intuitif et plus simple pour tout le monde. Donc voilà. Ouais, et puis le plus complet, c'est vrai qu'on s'est appuyé pour créer ce simulateur, on s'est quand même appuyé de notre retour d'expérience. Et je pense qu'il est réel le retour d'expérience qu'on a sur les véhicules pour faire un truc au top. Donc, le simulateur, c'est vraiment quelque chose qu'on conseille. Ouais. Après, pour répondre aux deux dernières questions, et après on va clôturer la présentation. Donc le Cyrix, il ne peut pas assurer une charge complète parce qu'il ne va pas avoir des étapes de charge adaptatives comme on a sur un chargeur habituel. En fait, lui, il va vraiment charger jusqu'à une certaine tension et s'arrêter, alors qu'un chargeur, lui, il va monter, il va faire des étapes de charge, donc bulk, absorption et flotte. Et du coup, ça ne va pas être aussi efficace de charger une batterie avec un Cyrix. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas charger à 100%. Et après, on fournit tout le matériel pour l'installation électrique solaire. Après, il y a des choses qu'on ne fournit pas, ou du moins pas encore. Par exemple, les boîtes à fusibles 12 volts ou tout le matériel un peu plus général, d'électricité générale, ça, on ne le fournit pas. Donc après, le kit en lui-même est complet. Ça, c'est sûr. Voilà, donc je pense qu'on peut clôturer avec la fin de la présentation. Voilà, plus vite tu meurs.
Comment Ah, ça? super, super, Eh. Thomas et Adrien, merci à vous. Ah oui, à la fin, il y a le lien. Ah, Merci pour Alors, la publicité. si vous en avez pas assez eu, parce que là, 2 heures, c'est court hein, pour tout savoir, il y a l'intégralité de notre savoir, du savoir de MyShop et également du savoir du van migrateur sur le e-book électricité. Et donc, pour notre savoir, c'est quand même bradé, puisqu'il est pas cher, il est à 19 €. Donc voilà, donc je leur fais la petite pub. Et voilà, et je vous remercie de votre attention. Notre Instagram, Elvanlifer, et notre page Facebook, les passages pour Antonin, Voilà. Facebook, Instagram et YouTube. Très belle photo. Merci. On a un blog aussi, si vous voulez aller voir. Il est tout neuf. Il commence à être pas trop mal. Donc, si vous Il est voulez très aller beau. jeter un petit coup d'œil, c'est cool. Super. trop bien. Bah, merci à Top, les gars. Adrien et à toute l'équipe MyShop. Vous avez fait un super boulot. Et de toute façon, si vous avez encore des questions sur l'électricité, de 17h à 19h, il y aura un jeu de questions-réponses aménagement et Adrien sera encore avec nous pour les questions d'électricité si vous avez des Ouais, questions encore entre de 17 à 19h. 17h et 19h, je suis encore là. Ah, il y aura encore le temps pour l'électricité parce que des fois les questions elles viennent un petit peu après vu que c'est technique et tout. Donc vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu toutes vos réponses. Caro et Fred, vous voulez rajouter quelque chose? Je pense que tout le monde est au jus maintenant. Bravo. Et voilà, il est parti se cacher. Antoine et Adrien, vous voulez rajouter quelque chose encore ou c'est tout pour vous? Bah non, pour moi, juste merci à tous d'avoir suivi la conférence, toutes les questions, tout ça. Ça fait plaisir de voir que tout le monde est content et que tout le monde est intéressé. Donc, juste ça, merci à tous, quoi. Ça, c'est vraiment l'esprit manifeste. Ouais, un gros merci encore à vous et à toute l'équipe, ceux qu'on n'a pas vus en vidéo, qui ont géré aussi avec les questions et les réponses. Oui, grand merci à toute l'équipe, Odile, Ouais. Valentin, Paul et Jérémy, qui nous ont aidés, je pense, bien énormément avec toutes les questions. Donc, c'est nickel. Super. Ok. Et on ferme la réunion, on passe à la suivante dans un petit quart d'heure, le temps de faire les préparatifs avec les prochains. Et voilà. À bientôt à tous. Dans un quart d'heure. Salut. Merci encore. Ciao. À plus tard. Merci.